Du bac pro cuisine à freelance média buyeuse qui gagne plus de 5 000 € par mois en travaillant 4 jours par semaine, je t'explique mon parcours dans cette vidéo. Comme je disais en intro, du coup, j'ai démarré mon parcours avec un bac pro cuisine, donc rien à voir avec le media buying, le freelancing, etc. J'étais destinée plutôt à devenir chef de cuisine ou chef pâtissière. Donc comment je me suis retrouvée dans la cuisine et la restauration pour revenir vraiment longtemps en arrière, quand j'ai démarré mes études, donc au collège, etc., lycée, parcours classique, et ben je foutais rien à l'école à l'époque, donc je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, vraiment. Pourtant on dirait pas comme ça, mais à ce moment-là, quand j'étais au lycée, bah, je faisais rien à l'école, enfin vraiment à part, sécher les cours, je faisais pas grand-chose. Et bah, comme il me restait très peu de chances pour pouvoir intégrer, que ça soit, une filière générale, puisque j'avais, je crois à l'époque, 9 de moyenne, un truc comme ça, 8, enfin, il y a aucun, bac L ou bac S ou bref qui allait m'accepter. Donc il fallait que je trouve une solution, et donc à cette époque-là, j'avais trouvé du coup la voie de la restauration, donc plus particulièrement la cuisine. Comment je me suis retrouvée là-dedans? Je regardais du coup, donc à l'époque, donc en plus j'étais en Bretagne, donc je le précise, j'ai commencé à regarder un petit peu les formations, les lycées hôteliers, etc., qui pouvaient exister en Bretagne à l'époque. Donc j'en avais trouvé plusieurs, j'étais allée faire des portes ouvertes, etc. Bref, je vais pas revenir dans le détail de tout ça. Mais du coup, j'ai atterri en bac pro cuisine dans un lycée hôtelier pour pouvoir bah, du coup passer mon bac. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que le bac pro c'était souvent en plus la voie bah, des cancres entre guillemets, des cassos à l'époque. Enfin vraiment, c'est ce que j'entendais moi quand on voit un bac pro, c'est que bon, on est complètement teubé, qu'on n'arrivera à rien dans la vie, etc. Donc voilà, c'était un peu vu comme ça, mais bon, je calculais pas trop à ce moment-là, et je m'étais dit bon bah pourquoi pas me lancer dans la cuisine, ça a l'air cool, ça a l'air intéressant, donc je me suis dirigée là-dedans. Donc j'ai fait un bac pro pendant 3 ans où j'ai fait pas mal de stages du coup en cuisine, donc dans des grands restaurants étoilés, etc., dans des traiteurs, enfin bref, dans des maisons assez haut de gamme. Donc c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé, enfin vraiment c'était assez cool, mais il y avait un mais du coup dans tout ça. Le mais, c'est que bah, la cuisine, c'est pas forcément le milieu le plus simple au monde, et j'englobe même toute la restauration en général. C'est pas le secteur d'activité le plus évident et le plus simple quand on démarre, et surtout quand on est jeune, parce que c'est difficile, il y a beaucoup d'heures de travail. Enfin, moi, je vois pendant mes stages, bah, je bossais aussi beaucoup. Ça montait à 70-80 heures par semaine, alors que j'avais même pas encore 18 ans à l'époque. Donc c'était quand même assez difficile. Être une femme aussi dans le milieu de la restauration, pardon, c'est pas forcément simple non plus, parce qu'il y a beaucoup de manque de respect, beaucoup d'harcèlement. Enfin, vraiment, c'est un milieu qui est assez atypique, bien que passionnant, je pense, quand on aime vraiment le métier. Mais j'en voyais pas, enfin, je me voyais pas faire ça toute ma vie, quoi. Donc à l'époque, donc j'étais en seconde, première, terminale, et quand je suis arrivée en terminale, pour le coup, j'avais 2 choix. Soit je continuais donc dans la restauration avec des mentions complémentaires, et cetera, et c'est ce que je voulais faire de base, soit je continuais mes études en BTS ou autre. Et à l'époque, les profs voyaient quand même les compétences que je pouvais avoir, et cetera. J'avais quand même des super bonnes notes. Alors comparé quand j'étais en lycée général où j'avais 9 de moyenne, quand je suis arrivée en bac pro, j'étais, bah, la meilleure de la classe, quoi, à l'époque. Donc j'avais facile 15-16 de moyenne, et les profs à l'époque me disaient: «Mais j'ai quand même beaucoup de qualités, beaucoup de compétences, pourquoi ne pas continuer mes études?» Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais faire, et je me suis dit: «Pourquoi pas me lancer dans un BTS, bah, hôtellerie-restauration?» Ce qui allait être la suite logique, mais en me spécialisant plus dans le management, le marketing, et cetera. Parce qu'à l'époque, je crois que ça a changé depuis, mais quand j'ai continué mes études à l'époque, il y avait 2 BTS différents. Il y avait un BTS hôtellerie-restauration, option management, hôtelier, gestion, marketing, et cetera. Donc c'est celui que j'ai choisi. Et le deuxième, c'était BTS, pareil, hôtellerie-restauration, mais option service, cuisine, je sais plus quoi. Bah, c'était vraiment en fait pour continuer dans la cuisine ou le service, et bosser dans des grands hôtels, dans des grands restaurants. Donc j'ai choisi moi l'option A, qui était BTS management, hôtelier, marketing, gestion, bref, tout ça, et je l'ai fait du coup en alternance. Donc je l'ai fait dans une des plus grandes écoles d'hôtellerie et de cuisine de France, donc à savoir Ferrandi Paris, et je suis partie du coup à Paris continuer mes études. Donc pour ce BTS, je l'ai fait, comme je le disais, en alternance dans un traiteur où j'étais assistante commerciale ou assistante de gestion. Enfin, il y avait plusieurs noms à donner pour ce poste-là, et je faisais un peu beaucoup de choses, donc de la gestion, de la comptabilité, et surtout du marketing et de la communication. Donc c'est là où j'ai commencé à découvrir ce milieu-là, que je trouvais hyper intéressant. D'ailleurs, là où j'ai fait mon alternance, j'avais déjà fait un stage chez eux, et c'est même ma toute première mission
en freelance que j'ai pu décrocher. Mais donc j'ai fait mon alternance chez eux pendant 2 ans et c'est là où je me suis découvert une «passion» entre guillemets pour la communication et le marketing. Donc c'était encore bien loin du métier que j'ai aujourd'hui, à savoir le media buying. Mais je trouvais ça plutôt intéressant. Donc après ce BTS-là, j'ai continué du coup mes études où je suis partie en bachelor troisième année, donc c'est un peu comme une licence, où je me suis directement spécialisée en marketing digital. Pareil, j'ai continué mon parcours en alternance. Il faut savoir que j'ai fait toute ma scolarité à partir du bac plus 1 jusqu'au bac plus 5 en alternance. Donc pour le coup, c'est quand même assez cool et assez intéressant parce que j'ai pu gagner très vite de l'argent de 1. De 2, j'ai pu très vite mettre les pieds en entreprise et me familiariser avec le monde pro, etc. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil pour les personnes qui étudient, etc., faites de l'alternance, les gars, franchement, ça aide. Déjà, ça vous fait gagner de l'argent, comme je disais, mais en plus, ça vous apprend tellement de choses. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire à l'époque, quoi. Donc du coup, j'ai continué en bachelor, troisième année, donc marketing digital, et j'avais trouvé une alternance dans un grand groupe d'écoles de formation à distance, à savoir donc Skill and You, pour ceux peut-être qui connaissent. Et j'ai fait 1 an en alternance chez eux en tant que community manager. Donc c'était vraiment mon tout premier poste réellement dans la com et le marketing digital. Donc j'ai fait 1 an comme ça. Pendant cette année-là, pareil, je me découvre une passion pour les réseaux sociaux, le social media, etc., le digital. Mais pareil, je ne me voyais pas faire CM toute ma vie, tout simplement parce qu'on en fait vite le tour. Bien que ça soit un métier qui soit très passionnant, il manquait encore quelque chose. Donc à la fin de cette année d'alternance, donc j'ai continué mes études après en master en école de commerce, donc en marketing digital, et j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. J'avais commencé à démarcher pas mal d'entreprises du coup pour pouvoir trouver une alternance pour mon master, mais l'entreprise où j'étais déjà, Skin and You, il y avait un poste qui s'ouvrait en alternance pour du coup devenir media buyer ou traffic manager ou paid media manager, bref, il y a plusieurs noms qu'on peut donner à ce poste-là. Donc pour le coup, moi j'ai accepté l'offre, donc à savoir devenir traffic manager en alternance, toujours donc chez Skin You, qui était une boîte de formation à distance. Donc c'était hyper intéressant parce qu'en plus il y avait des budgets médias assez élevés. De souvenirs, c'était vraiment des dizaines de millions d'euros qu'on dépensait par an dans la publicité. Donc j'allais pouvoir apprendre pas mal de choses. Donc j'ai démarré mon alternance pendant 2 ans en tant que média buyeuse traffic manager. Donc c'est là en fait où j'ai démarré concrètement dans la publicité en ligne. Donc vraiment, pour vous refaire mon parcours quand même, je démarre du lycée où j'avais mes 8-9 de moyenne, où je me dirige en bac pro cuisine, et ensuite je continue mes études à Paris en BTS, pour ensuite atterrir dans le marketing et la com digitale, pour devenir du coup, à la fin de mon cursus scolaire, traffic manager. Donc ces 2 ans d'alternance se passent très très bien, j'aime beaucoup le métier, franchement je trouve ça très cool, j'apprends énormément de choses honnêtement, donc je trouve ça très sympa. En plus, à côté, je termine mes études, donc j'obtiens mon master, etc. Et à la fin du coup de mes 5 ans d'études, qu'est-ce que je fais? Je choisis le parcours classique que tout le monde connaît très bien, le CDI. Faut savoir qu'à cette époque, j'entendais déjà un peu parler d'entrepreneuriat, de freelance, machin, mais voilà, c'était dans un coin de ma tête, mais c'est pas forcément ce que je voulais faire. Je voulais vraiment suivre la voie classique, à savoir avoir un CDI, avoir mon salaire qui tombe tous les mois, avoir vraiment mon 9-17 heures, avoir mes week-ends pour profiter. Bref, pour moi, c'était la voie royale, pardon, à l'époque. Donc, je décroche un CDI. Donc, il faut savoir que j'avais passé pas mal d'entretiens, etc. J'avais plusieurs offres sur lesquelles je pouvais, du coup, me positionner. Il y avait plusieurs boîtes qui voulaient me prendre. Et au final, du coup, j'ai choisi le poste, pareil, de traffic manager dans une boîte d'école de commerce qui s'appelle aujourd'hui Igencia Éducation et qui s'appelait groupe IGS à l'époque, où du coup je démarre mon tout premier travail en tant que salarié, donc fini l'alternance, là vraiment on rentre dans le monde du salariat en tant que, comme je disais, traffic manageuse. Donc sur le papier ça donnait bien envie parce que pour le coup j'avais un salaire de 2200 euros net. Après, c'est passé à 2100 parce qu'il y a les impôts qui sont arrivés, ne les oublions pas, pardon. Donc, j'avais à peu près entre 2100 et 2200 euros net qui tombaient tous les mois. Donc, je suis restée, je crois, quasiment 2 ans en CDI dans cette boîte. Pareil, où j'ai appris pas mal de choses, mais il faut savoir que voilà, dès la première année, dès les 6 premiers mois, je trouvais ça très cool parce que déjà, mon salaire avait vachement augmenté comparé à quand j'étais en alternance où je gagnais des miettes. Je trouvais ça très cool, mais il me manquait quelque chose. En fait, je me disais, c'est bien, voilà, je travaille de 9 h à 17 h, j'avais des collègues qui étaient super sympas. D'ailleurs, je bossais dans le 17e, donc le quartier était très cool. Enfin, franchement, vraiment le truc hyper canon quand on cherche un CDI dans le salariat, etc. Et on veut être posé, etc. Mais il me manquait vraiment quelque chose où je me disais, mais en fait, c'est peut-être pas forcément ça que je veux parce que je commençais déjà à en avoir marre de prendre les transports,
de devoir, dépendre d'un patron, de devoir dépendre de réunions Teams, de devoir dépendre de tout un tas de choses. De me dire que des fois le dimanche soir, bah, j'angoissais en fait à l'idée d'aller travailler et c'est là où je me suis dit: «Mais peut-être quelque chose à faire, quoi». Puis en plus de ça, bah, 2 100 ou 2 200 € net, c'est très bien comme salaire, mais quand on vit à Paris, on va pas se mentir, une fois que les loyers, enfin que le loyer, les charges sont passés, il nous reste pas grand-chose. Et moi, je suis une kiffeuse, j'aime bien faire plein de choses, j'aime bien voyager, j'aime bien les concerts, et cetera. Donc j'ai quand même un train de vie assez élevé entre guillemets, et encore, j'en abuse pas trop non plus. Mais voilà, le salaire ne me suffisait pas, donc je me suis dit comment je peux faire pour gagner plus d'argent sans forcément quitter mon job aujourd'hui. Donc vous connaissez la suite si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner un petit peu et comme je vous l'ai dit, je connaissais déjà un petit peu le business model de freelance, mais je savais pas en quoi ça consistait. Donc j'ai fait pas mal de recherches sur internet pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est très simple, hein. Vous créez une société sur l'INPI, ça n'a pas changé. Et après, vous avez votre auto-entreprise qui est créée, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Au début, moi, je me suis lancée dans le freelance en tant que copywriteuse. Rien à voir, enfin, c'est pas rien à voir. Quand on fait des ads et de la publicité en ligne, on fait du copywriting, mais j'étais une relou à l'époque. Je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Je vais commencer dans le copywriting. En plus, c'était le métier grave à la mode à l'époque. Donc, quand je parle de ça, c'était en 2022, je crois, ou 2023. Fin 2022, début 2023. Le copywriting était hyper en vogue à l'époque, quoi. Donc je me rappelle, j'avais créé un compte Twitter pour pouvoir me monter une audience, etc., où j'avais réussi à choper, je crois, 300 ou 400 followers à l'époque sur Twitter en moins de 3 mois, donc c'était quand même plutôt pas mal sur du copywriting. Sauf que je me suis rendu compte que, bah non, en fait, c'était pas, enfin, il n'y avait pas d'intérêt puisque je trouvais pas forcément de mission client étant donné que j'avais zéro résultat à montrer et que j'avais même jamais passé de formation en copywriting, quoi. Et donc forcément, la suite logique de tout ça, c'est bah, pourquoi en fait je fais pas du freelance avec mon métier actuel, à savoir traffic manager. Donc j'ai commencé à me renseigner aussi et j'ai vu qu'en fait il y avait déjà pas mal de personnes qui étaient freelance en tant que traffic manager ou comme on appelle aujourd'hui media buyer. C'est vraiment le même poste, juste que c'est un nom différent. Dans le corporate, on appelle plutôt ça un consultant ou un traffic manager, mais en freelance, on dit un media buyer, quoi. J'ai vu qu'il y a déjà pas mal de personnes qui faisaient ce métier-là et je m'étais dit, bah, pourquoi pas tester. Donc, ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est que déjà, j'ai switch mon compte Twitter en tant que média buyeuse, où j'ai commencé à faire du contenu, etc. En plus, j'avais des résultats à montrer, comme je bossais dans une boîte où je faisais ce métier-là. Et à côté de ça, je me suis créé du coup un profil Malte. Pour ceux qui ont vu une de mes précédentes vidéos YouTube, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé ma toute première mission en freelance, c'est en m'inscrivant sur Malte. Donc c'est trop cool, je m'inscris sur Malte, comme vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, je trouve ma première mission, je facture mes tout premiers clients, comme je disais, 1 500 € par mois, et là je me dis mais c'est une dinguerie. Donc je suis actuellement en CDI à gagner 2 100 € par mois net pour un 39 heures. Et à côté de ça, je viens de signer des clients qui me prenaient, mais littéralement, je crois, allez, 1 heure par jour, on va dire en globalité peut-être 4 heures par semaine, et je les facture 1 500 € par mois. Juste réfléchissez quand même au taux horaire de fou malade. Ma toute première vraiment mission freelance en media buying, c'est des clients donc, qui sont à Monaco, qui faisaient du drop, etc. Je les facture 1 500 par mois pour 4 heures de travail par semaine. VS un salaire où je gagne 2 100 € par mois pour du 39 heures, quoi. En prenant le métro, etc., le RER, enfin, vous connaissez la musique, quoi. Et là, il y a vraiment un truc qui se passe en moi et je me dis, ah ouais, non, mais en fait, je peux vraiment déjà me générer un vrai complément de revenu à côté de mon salaire tout en y passant 1 heure par jour, quoi. Donc, ni une ni deux. Donc, je signe ces premiers clients-là, je travaille avec eux. Et en fait, bah, je me crée vraiment un vrai profil Malte où je l'optimise, etc. pour pouvoir avoir d'autres missions clients. Il faut savoir qu'à l'époque, je ne connaissais rien à la prospection, à la vente, au contenu, rien. Moi, je débarquais de nulle part. Juste, je voulais me faire un complément de revenu, gagner un peu plus d'argent et commencer à découvrir le milieu du freelancing, quoi. Donc je signe donc, du coup ces clients, comme je vous le disais. J'ai d'autres missions qui arrivent en one shot, etc. J'ai des missions long terme qui débarquent en freelance et je commence à vraiment augmenter mon revenu en l'espace de moins de 6 mois, tout en étant toujours en CDI à côté. Donc c'est trop cool, je me rends très vite compte du potentiel que c'est d'être freelance, mais ça me prend aussi beaucoup de temps à côté de mon job parce que mine de rien, j'ai pas 100% de télétravail avec mon CDI, donc il fallait quand même que j'aille en présentiel. Vous connaissez ceux qui habitent à Paris, qui prennent les transports. Honnêtement, on part tôt le matin, on rentre tard le soir. On est fatigué. Moi, j'avais pas l'énergie pour pouvoir faire du freelance ou faire quoi que ce soit quand je rentrais du travail, quand j'étais en présentiel. Donc c'est vrai que je commençais à travailler aussi
le week-end pour m'occuper de mes clients et surtout trouver des nouvelles missions. Donc je commençais à prospecter, etc. Enfin, vraiment, j'ai commencé à vouloir développer une petite activité de freelance en side business à côté du CDI. Donc tout ça, ça se passe de souvenirs, je crois, début 2023 jusqu'à... Ouais, je crois que jusqu'à fin 2023, donc j'ai pas mal de missions en freelance à côté du CDI. J'arrête même de prospecter parce qu'en fait, je pouvais pas prendre plus de clients. Et c'est vrai que fin 2023, j'ai des missions aussi qui se sont arrêtées avec des clients, etc. Et je commence à pas mal fatiguer. Et je me dis, bon, je peux pas cumuler les deux activités, ça fait quand même beaucoup, c'est beaucoup d'énergie. Enfin, j'avais plus de week-end à l'époque, j'avais plus forcément de soirée non plus parce que je voulais vraiment développer quelque chose et commencer à me construire un réseau et un portfolio assez solide. Donc fin 2023, début 2024, je décide de mettre pas fin, mais plutôt de mettre un gros ralentissement à mon activité de freelance. Donc j'accepte plus de missions, je garde juste les clients que j'ai. Je crois que j'avais 2 clients à ce moment-là. Ça me faisait à peu près 1500 ou 2000 par mois en plus de souvenirs. Mais voilà, je décide de pas forcément prendre de nouvelles missions et surtout de prendre du recul et de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je développe à fond le freelance et dans ce cas-là, je quitte le salariat? Parce que de base, quand je me suis lancée en freelance, moi, c'était, enfin, à côté du CDI, c'était vraiment pour me faire un complément de revenu, voir si le business model de freelance me plaisait et pouvoir aussi monter en compétences parce que je ne l'ai pas forcément précisé, mais quand j'étais en CDI, j'avais l'impression de plus forcément apprendre de nouvelles choses sur les ads. Donc j'avais envie de pouvoir me former par moi-même, quoi. Donc d'où l'intérêt de me lancer en freelance. Et je m'étais pas lancée au tout début dans l'intérêt de quitter mon CDI et d'être en quête de liberté. Moi, c'était vraiment pour du complément de revenus. Parce qu'au début, je me sentais pas chaude de quitter mon CDI parce que ça m'apportait une stabilité, quoi. Donc, si on revient un petit peu à ce que je racontais, fin 2023, début 2024, donc je ralentis mon activité de freelance pour pouvoir prendre du recul et surtout me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux réellement actuellement? Est-ce que je veux continuer à être en CDI et dans ce cas-là, trouver un autre job en CDI avec peut-être un poste à plus grande responsabilité et mieux payé? Ou est-ce que je plaque tout et du coup, je me lance 100% dans l'entrepreneuriat? Donc ça, c'est des questions que je me suis posées quand même pendant un petit moment, je pense pendant 3-4 mois. J'arrivais pas à me décider tout en ayant mes clients à côté. Et puis il faut savoir que j'étais très fatiguée à ce moment-là, donc j'avais pas forcément envie non plus de prendre de grandes décisions sous réserve de finir en burn-out. Bref, donc les mois se passent, on arrive à été 2024, donc il y a quasiment 2 ans. Je reprends mon activité de freelance sérieusement, je me remets sur Malte, je reprends la prospection, etc. Je mets à jour un peu mon profil LinkedIn, donc je postais pas de contenu à l'époque, vraiment juste prospection et Malte parce qu'on n'était pas encore beaucoup sur le marché. Et du coup, donc je mets un coup d'accélérateur été 2024 et là c'est un truc de fou. Vraiment, les planètes s'alignent. J'ai plein de clients avec qui je démarre des activités. Il y a même un client avec qui je travaille encore aujourd'hui, donc ça fait quasiment 2 ans. C'est un de mes clients historiques dans mon portefeuille. Et à côté de ça, donc je démarre des missions avec des grosses boîtes comme par exemple Asphalt, si je peux en citer une, avec laquelle je démarre du coup en freelance en étant en CDI à côté, quoi. Et je me rappelle en plus à l'époque, j'avais dit au responsable acquisition, non mais t'inquiète, ça va le faire, j'ai assez de temps devant moi, je suis 100% en freelance, alors que j'étais en CDI à côté et j'alternais en fait CDI et freelance où ça devenait complexe d'ailleurs à gérer à ce moment-là. Mais bref. Donc j'avais bien relancé la machine parce qu'en fait, pour vous dire, été 2024, je me suis mise en mode ça y est, il faut que je quitte le CDI, j'en ai marre, j'ai envie de faire du freelance, je trouve ça cool, je vois que je peux générer de l'argent, que je peux faire ça de chez moi, que ça me prend pas tant de temps que ça en fait si je suis bien organisée, donc c'est ce que je veux. Donc vous vous en doutez, fin d'été 2024, fin d'année même 2024, je me mets à fond sur le freelance, quitte à mettre un peu de côté le CDI, et en fait le déclic, si vous me suivez, vous le savez, il y a un jour où, parmi tant d'autres, je pars au travail, donc en prenant les transports, etc. Et ce jour-là, le RER A tombe en panne, vraiment à Vincennes, de souvenirs. C'était un jour en plus où il pleuvait, enfin bref, franchement, la galère. Je dois me rendre au taf, donc dans le 17e de Vincennes, en prenant le métro, etc., sous la pluie. Enfin bref, la galère. Je crois que j'ai pris 2 heures à arriver au travail, il me semble. Je crois que j'ai pris plus de 2 heures. Enfin, dites-vous que j'habite dans le 77, hein, pour ceux qui connaissent, vers Disney, etc., pour aller à Paris. Normalement, pour aller dans le 17e, en 1 heure, c'est fait. J'ai pris 2 heures pour aller au travail et en plus, dites-vous que quand je suis arrivée au taf, il fallait que je m'installe pour participer à une énième réunion où en plus j'en avais rien à secouer. Bref, donc ce jour-là, vraiment,
les planètes, s'alignent. Je rentre chez moi le soir et je me dis: «C'est pas possible. Je veux plus jamais cette vie-là, je veux plus ça. Genre là, c'est le coup de trop». J'en peux plus, vraiment, c'était, j'avais un trop plein, intérieur sur tout ça. Donc ce que je fais, c'est qu'il me semble la semaine qui a suivi, j'en parle avec mon manager et je pose ma démission. Faut savoir qu'en plus, je n'ai pas pu avoir de rupture conventionnelle parce que j'avais essayé de négocier, et cetera. C'était pas possible, donc j'ai posé ma dème. Comment vous dire, pour ceux qui savent, quand on pose une démission, on n'a pas de chômage, on n'a rien. Donc le jour où je quitte le CDI, il y a pas de chôme dû, c'est je dois me débrouiller comme une grande pour aller directement, générer les revenus qu'il me faut en freelance. Donc je pose ma démission, c'était, il me semble en septembre 2024 ou octobre, je sais plus. Donc j'ai 2 mois de préavis. Sur ces 2 mois de préavis, il faut savoir que je me mets à fond sur le freelance. Vraiment, là, je me dis: «J'ai 2 mois, je me bouge pour que tout fonctionne». Donc c'est là où j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans la prospection, à commencer à réfléchir à une stratégie de contenu pour LinkedIn, et cetera, pour pouvoir quitter mon CDI proprement. Il faut savoir qu'en plus, j'avais déjà 3-4 clients en freelance à côté, de mon CDI, donc j'avais à peu près, je crois, 3-4 000 de CA stables qui tombaient. Donc bref, les 2 mois se passent, je quitte mon CDI, je rends mon ordi et spoiler alerte, quand je rends mon ordinateur, j'ai mes 2 plus gros clients qui me quittent en fait, parce qu'ils veulent internaliser, et cetera. Donc j'en avais un qui voulait internaliser, donc c'était Asphalt en l'occurrence, et l'autre client en fait, n'avait plus forcément le budget pour pouvoir payer la prestation. Donc les 2 mettent fin aux missions freelance, donc je passe de 3-4 000 par mois à 1 500 de souvenirs. Donc comment vous dire que je rends mon ordi, j'ai démissionné, donc pas de chômage, et en plus j'ai mes 2 clients, enfin mes 2 plus gros clients qui me quittent, je me retrouve à 1 500 par mois. J'étais quand même un peu en coup de stress. Mais bref, c'est pas grave, donc ça me permet de me mettre directement à fond dans le freelance et de me dire: «J'ai pas le choix, je viens de quitter mon taf, faut que je me prouve à moi-même que tout est possible». Donc ça, c'était vraiment fin 2024, début 2025, donc c'était il y a quasiment 1 an et demi. Je me mets à fond, voilà, directement. Je me pose pas de questions. Tous les jours, c'est prospection, setting, création de contenu sur LinkedIn. Vraiment, j'étais au taquet pour pouvoir, aller, chercher un max de missions possibles. Au début d'ailleurs, c'est, ce que je reco dans mon accompagnement, notamment. Première chose que j'ai faite quand j'ai quitté, mon CDI pour trouver des clients rapidement, c'est que je me suis directement dirigée vers des agences médias parce que je savais qu'ils recrutent beaucoup de freelance, en media buying. Donc je me suis dit: «Je pense que c'est la bonne piste pour pouvoir trouver des missions rapidement et vite avoir un CA, stable, c'est de faire ça». Donc c'est ce que j'ai fait, quand j'ai quitté du coup mon CDI, j'avais 1 500 par mois en freelance de CA. Faut savoir qu'en l'espace de 2 à 3 mois, j'ai fait 1 fois 4 sur mon CA, donc je suis passée de 1 500 à 4 500 voire 5 000, en mars-avril de l'année dernière. Donc c'est quand même assez fou, tout en bossant 4 jours par semaine, parce que ça, c'était vraiment mon mantra, c'est: «Je quitte mon CDI pour bosser 4 jours par semaine, avoir des week-ends de 3 jours, c'est non négociable». Donc c'était vraiment le but. Et donc voilà, donc quand je quitte mon CDI et que je me mets à fond, au bout, ouais, de 3 mois, j'arrive facilement à 5K de CA brut mensuel. Donc c'est très, très cool parce que pour le coup, tout ce que j'ai mis en place, donc le contenu, la prospection, enfin le fait de vraiment avoir une vraie routine, d'acquisition tous les jours, ça m'a vraiment permis, bah, d'aller assez vite et de pouvoir vite aller chercher mon chiffre d'affaires, donc de 5 000 bruts, ce qui équivaut à peu près à 3 500 net, à peu près quand on enlève les charges, les impôts, et cetera. Donc ça, c'est très cool, c'était il y a plus d'1 an. Donc à partir du moment où j'atteins les 5 000, de CA mensuels avec mes 4 jours par semaine, bah, je continue de vouloir trouver des clients encore mieux et surtout d'être dans la posture de pouvoir choisir mes clients. Et ensuite, sur les mois qui ont suivi, si vous m'avez suivi un peu sur les réseaux, j'ai pas mal diversifié mes offres, et cetera. J'ai commencé à faire du coaching aussi, enfin bref, j'ai commencé à faire pas mal de choses que je n'aurais jamais fait si j'avais été toujours salariée. Et donc là, je parle de ça, c'était il y a quasiment 1 an et demi. Et si je vous fais un peu un update aujourd'hui, sur l'année 2025, je sais que j'ai généré 75 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est ma première année full freelance. Donc je suis hyper contente parce que les 2 premières années où j'étais en CDI à côté, la première, je sais que j'ai fait 15 000, il me semble, de CA, la deuxième, plus de 30 000, ce qui est quand même pas mal à côté d'un CDI. Et l'année dernière, 75 000. Donc j'ai fait un x2 à chaque fois. Donc franchement, je suis hyper contente et hyper reconnaissante surtout d'avoir fait les bons choix et enfin, de m'être choisi moi et d'avoir choisi surtout ce que je veux. Et ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que le CDI est une très bonne voie pour les personnes qui n'ont pas forcément envie, bah, d'être stressées ou d'entreprendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est dur et c'est pas fait pour tout le monde, bien que le freelance est un business model qui est peut-être plus simple que d'autres, mais ça reste difficile parce qu'il faut aller trouver des clients, il faut savoir gérer des clients, faut savoir gérer la vente aussi, gérer son marketing. Enfin,
Ça demande quand même pas mal de choses. Pour vous dire, normalement, dans une activité de freelance, vous passez peut-être, allez, 40 de votre temps sur le delivery et le reste de votre temps, normalement, c'est pour, vraiment, acquérir des nouveaux clients et développer votre activité, quoi. Donc faut quand même, s'accrocher et être prêt à ça. En tout cas, comme je disais, moi, les leçons que j'en tire aujourd'hui, c'est que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que pour le coup, ça m'a changé en tant que personne d'entreprendre. Enfin, franchement, j'ai appris tellement de choses en l'espace de bon, déjà, ça fait plus de 3 ans que je fais du freelance, mais là, en étant 100 à mon compte depuis, quasiment 1 an et demi, ça m'a appris énormément de choses sur ma personne, sur, le business en ligne en général. En fait, aujourd'hui, je suis fière de me dire que je sais générer de l'argent en ligne. Enfin, demain, je veux changer de business model, je sais le faire parce que, bah, j'ai été accompagnée, j'ai pris des formations entre-temps et cetera qui m'ont beaucoup aidée. J'ai aussi appris par moi-même. Bref, donc si je peux vous donner un conseil pour ceux qui sont allés au bout de cette vidéo, si vous hésitez à entreprendre, franchement faites-le. Même si vous vous cassez la gueule, c'est pas grave en fait. Dites-vous, vous allez apprendre tellement de choses et vous pouvez très bien faire comme j'ai fait moi. C'est d'ailleurs ce que je recommande. Si vous êtes en CDI et que vous avez peur de quitter votre CDI, moi ça a été mon cas, comme vous le savez, entreprenez à côté de votre CDI. C'est pas grave, vous allez peut-être avoir moins de soirées Netflix, moins de week-ends pour vous, mais d'un autre côté, vous allez apprendre tellement de choses et qui sait, peut-être que vous allez vouloir faire ça à 100% et c'est souvent le cas d'ailleurs et c'est ce que je vous souhaite. Mais voilà, franchement, foncez les gars si vous avez envie d'entreprendre, d'apprendre plein de choses et vraiment en fait de pouvoir devenir une nouvelle personne, n'hésitez pas. Foncez, allez-y. Prenez-vous des murs. Moi, j'ai flop, mais combien de fois sur les contenus. Enfin, j'ai salopé des appels de vente. Enfin, vraiment, j'ai fait tout un tas d'erreurs, mais qui aujourd'hui font la personne que je suis aujourd'hui. Et vraiment, allez-y. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Et voilà, dernière chose que je reprécise, vous n'êtes pas obligé de quitter votre CDI pour pouvoir entreprendre. Comme je disais, vous pouvez le faire à côté pour faire du complément de revenu, apprendre jusqu'au jour où vous avez envie d'en vivre à 100%, quoi. Voilà. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je partage pas mal de contenu sur comment trouver des clients en freelance quand on est média buyer, etc. Étant donné que c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. J'accompagne du coup les média buyers comme moi, soit en CDI, soit qui sont déjà formés à trouver des clients et à vivre de leur activité. Si tu es média buyer freelance et que tu souhaites vivre de ton activité, donc du coup de freelance, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne ou à directement me suivre sur Instagram Roxane Fayal Coach et à m'envoyer système en DM